Bonjour chers amis, je m'appelle Elena Popova, je suis ukrainienne russophone réfugiée, je suis arrivée en France en 2022. J'ai une passion, c'est l'art de la Renaissance du Nord, surtout Albrecht Dürer et les peintres flamands primitifs sur lesquels j'ai écrit les livres en russe. Et aussi j'ai créé la chaîne YouTube à ce sujet. Et aujourd'hui, je voudrais partager mes connaissances avec un public francophone. J'ai appris la langue relativement vite, mais comme j'ai un gros accent, pour ne pas vous torturer, j'ai demandé à mon ami Jean-Yves Munier de m'aider. Alors, je suis une créatrice de tous les contenus, j'ai assuré les parties techniques, et Jean-Yves, il sera notre conférencier. Et voilà Jean-Yves. Merci Elena, notamment pour la transmission de cette passion pour Albrecht Dürer, qui était vraiment un génie de son époque. Et je suis très content de te prêter ma voix donc, pour pouvoir intéresser le public francophone à ton travail historique. Chers amis, nous vous présentons aujourd'hui cette première vidéo qui est dédiée donc à la famille d'Albrecht Dürer. Et nous espérons poursuivre donc autour de cette incroyable personnalité et ses créations dans le futur. Merci et bonne écoute. Beaucoup de gens appellent Albrecht Dürer le Léonard du Nord, ou le Léonard allemand si vous préférez, le privant ainsi du droit à l'originalité. Cela nous semble injuste. En fait, à son époque, Dürer était en quelque sorte une star, et dans notre série de vidéos, on essaiera de vous en convaincre. Commençons depuis le début. Dürer est souvent appelé le plus allemand parmi les artistes allemands, et cela l'a desservi, car il est devenu une sorte de symbole de la nation dans l'Allemagne hitlérienne. Sa gravure, Le Chevalier, la Mort et le Diable, a été reproduite à plusieurs reprises à cette époque, puisque, selon les nazis, le chevalier indestructible représentait l'esprit de l'Allemagne. En 1933, le maire de Nuremberg a même offert à Hitler une impression originale de cette gravure. Selon lui, le Führer était ce même chevalier. En fait, Dürer n'est pas entièrement allemand. Ou plutôt, il n'est au mieux qu'à moitié allemand. Son père, également Albrecht, était d'origine hongroise. Il est venu en Allemagne dans les années 1440 pour y ouvrir un atelier de bijouterie. Les bijoutiers de cette époque ne faisaient pas exactement le même travail qu'aujourd'hui. On les appelait orfèvres. Le travail était physiquement plus difficile. Ils fabriquaient non seulement des bijoux, mais aussi des plats en métaux précieux et des ustensiles d'église, des reliquaires par exemple, et même de petits autels pliants, ainsi que des calices, des ostensoirs, etc. Le grand-père paternel de l'artiste s'appelait Antoni. Il était également bijoutier et venait probablement du village d'Aitosh, près de la ville actuelle de Gyula. C'est à cette époque que fut construit le château de Gyula, qui existe encore aujourd'hui. Les ancêtres de son grand-père étaient engagés dans l'élevage de bétail, mais Antoni a choisi un métier plus noble. Le nom de la femme de son grand-père est connu. La grand-mère de Dürer s'appelait Elsbeth ou Elisabeth. On suppose qu'elle était allemande. Donc son fils Albrecht l'Ancien, le père de l'artiste, était bilingue et connaissait l'allemand, ce qui lui a permis d'organiser avec succès sa vie à Nuremberg. Ceci est prouvé par des lettres manuscrites en allemand très correctes, sans erreur, c'est-à-dire qu'il le parlait probablement couramment. Le père de l'artiste avait 2 frères et une sœur. Décrivant son voyage aux Pays-Bas, Dürer le jeune mentionne son cousin Nicolas le Hongrois, c'est le fils de son oncle Laszlo, également bijoutier qui vivait à Cologne. Apparemment, l'oncle de Dürer, comme son père, a également déménagé en Allemagne, et aussi, très probablement, il connaissait l'allemand. Un autre oncle de Dürer, Johannes, a étudié la théologie et est devenu pasteur à Oradea, dans l'actuelle Roumanie, puis Hongrie. De nombreux auteurs de publications sur Dürer affirment que le village d'Aitosh n'existe pas actuellement. Cette information est reprise dans plusieurs vidéos et plusieurs articles. Ce n'est qu'en partie vrai. Il n'existe pas réellement en tant que village. Il est devenu un quartier de la ville de Gyula. Il y a maintenant une école primaire nommée en l'honneur d'Albrecht Dürer. Il y a aussi un buste de l'artiste installé dans la ville, en souvenir de ses racines. Et il y a ce bas-relief avec 3 Hongrois célèbres, Mihály Munkácsy, Béla Bartók et Albrecht Dürer. Le mot Aitosh en hongrois signifie porte. Albrecht l'Ancien, arrivé en Allemagne, a littéralement traduit son nom de famille et est devenu un Thürer. Thür égale porte en allemand. Plus tard, le nom de famille a été transformé en Dürer, à cause de l'accent local en Franconie, et cela arrivait souvent. Par exemple, l'artiste flamand Rogier van der Weyden, avant de s'installer dans la partie germanophone du pays, était Roger de la Pasture, pâturage et Weiden signifiant prairie, pâturage en français et en flamand. Albrecht Dürer le jeune a joué sur l'origine de son nom dans son monogramme, son logo comme on dirait maintenant, monogramme qu'il a apposé sur ses œuvres et qui ressemble vraiment à une porte.
Toute cette histoire hongroise a longtemps hanté les nazis. Dans les années 1930, ils ont même exhumé le corps du père de Dürer pour examiner son crâne et prouver son origine aryenne. Mais les résultats de cette étude ne furent jamais publiés. Peut-être que ceux-ci n'allaient pas dans le sens escompté. Il s'agit d'un portrait d'Albrecht Dürer, l'Ancien, à l'âge de 63 ans, réalisé en 1490 comme un autre portrait de sa mère, alors que leur fils aîné n'a que 18-19 ans. Le père est clairement en bonne forme pour son âge et n'a presque pas de cheveux gris. Sa bonne santé est également attestée par le fait que sa femme a encore accouché 2 fois après la réalisation de ce portrait. Albrecht l'Ancien a reçu une éducation en joaillerie de son père. Il est arrivé à Nuremberg assez jeune, à l'âge de 17 ans. Il était déjà inscrit comme membre de la guilde des archers et des arbalétriers. À en juger par son âge, il était apprenti et travaillait probablement avec du métal. Puis son nom disparaît pendant un certain temps des archives allemandes. On suppose qu'il a fait un long voyage et a vécu quelque temps aux Pays-Bas, qui faisait alors partie de la Bourgogne. Cette coupe, conservée au musée Albertina de Vienne, est attribuée comme l'œuvre du père de Dürer. Les experts estiment que les influences bourguignonnes sont ici évidentes. Le père de l'artiste est revenu à Nuremberg en tant que spécialiste confirmé. Il avait environ 30 ans. Mais en tant qu'étranger, il n'a pas pu ouvrir immédiatement son propre atelier. Il devient apprenti chez le bijoutier Hieronymus Holper, qui deviendra finalement son ami, et 10 ans plus tard son beau-père. À l'âge de 40 ans, Albrecht Dürer l'Ancien épousa Barbara Holper, 15 ans, la fille de son maître. La mère de Barbara, c'est-à-dire la grand-mère maternelle de Dürer, était une femme nommée Kinga Hollinger, née dans la ville hongroise de Sopron, située à la frontière actuelle avec l'Autriche. À l'époque de Dürer, la population de cette région était mixte, hongroise et allemande. Mais il est possible que la grand-mère de Dürer soit également d'origine hongroise. Si tel est le cas, la mère de l'artiste était également à moitié hongroise et à moitié allemande, comme son père. Apparemment, le père de Dürer aimait beaucoup sa femme, dans tous les sens du terme. Elle a couché sans cesse et au total, elle a donné naissance à 18 enfants, dont une seule fois des jumeaux. Et la naissance de ceux-ci a apporté de grandes souffrances à la mère lors de la délivrance. Comment le savons-nous ? Le père de Dürer a laissé une courte autobiographie avec une liste de tous les enfants et de leurs parrains et marraines, ainsi qu'une petite notice pour chaque naissance. Dürer le jeune reproduira plus tard cette liste dans ses notes. On sait que l'artiste a tenu un journal et enregistré de nombreux événements de sa vie, mais nous comprenons maintenant d'où lui venait cette habitude. Il s'agit du portrait de sa mère, réalisé cette même année 1490, et fait pour être associé au portrait de son père. Ici, elle a 39 ans et semble être enceinte de son 17e et avant-dernier enfant, ayant accouché la même année. Il est intéressant de noter que ce garçon, avant-dernier enfant des Dürer, s'est avéré être l'un des rares survivants. Il s'agissait de Hans, le frère cadet de l'artiste et le 3e fils vivant du couple. Il existe une croyance répandue selon laquelle les femmes de cette époque vieillissaient prématurément. Frau Dürer ne semble pas si fatiguée sur ce portrait, et il semble qu'Albrecht lui ressemble plus qu'à son père. L'artiste lui-même était le 3e enfant et l'aîné des survivants. Au total, Dürer avait 2 frères qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte et ont peut-être même survécu à l'artiste, les enfants numéro 14 et numéro 17. Le reste des enfants de Barbara, au nombre de 15, sont morts soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence. On sait que le taux de mortalité infantile était extrêmement élevé à cette époque. Cela était dû au manque d'asepsie et d'antiseptiques pendant l'accouchement, à une alimentation déséquilibrée, très monotone et malsaine, associée à un niveau élevé de rachitisme. Dans le cas de la mère de Dürer, le corps était également usé. Elle n'a pas eu le temps de se remettre correctement des accouchements précédents avant de tomber à nouveau enceinte. Apparemment, de nombreux enfants sont nés affaiblis. De plus, nous ne savons pas à quel âge ils sont morts, mais le père de Dürer a noté dans ses notes qu'ils étaient tous baptisés, c'est-à-dire nés vivants. On sait que durant l'enfance et la jeunesse de l'artiste, plusieurs épidémies ont sévi à Nuremberg, de sorte que des enfants ne mouraient pas nécessairement en bas âge, d'autres pouvaient mourir à l'adolescence. Barbara a donné naissance à son dernier enfant à l'âge de 41 ans. Puisque la mère accouchait continuellement, l'artiste, tout au long de son enfance et de sa jeunesse, ne l'a vue qu'enceinte ou avec des nouveau-nés pendus à son sein. Le garçon perdait aussi constamment ses frères et sœurs. Peut-être s'était-il attaché à certains d'entre eux. Et bien que la mortalité infantile soit un phénomène courant, il est peu probable que les parents soient complètement indifférents à la mort de leurs enfants. Probablement ces jours-là, la maison Dürer était plongée dans la tristesse et le découragement. C'est dire que l'artiste n'a pas eu une enfance des plus joyeuses.
Dans une amère ironie du sort, aucun des 3 fils Dürer survivants n'a eu de progéniture. Ainsi, la lignée de l'homme dont la femme a donné naissance à 18 enfants s'est terminée avec ses fils. J'ai déjà évoqué les notes de Dürer, mais j'ajouterai que son héritage écrit est assez vaste. Il s'agit de fragments d'un carnet journal, de correspondances avec son ami Willibald Pirkheimer, d'un journal de voyage aux Pays-Bas, de plusieurs lettres à des amis et clients, et d'un nombre de traités scientifiques. Heureusement, tout cela a été traduit en français. Dans ses notes, Albrecht parle très chaleureusement de son père, le décrivant comme un homme pieux, un homme de peu de mots, qui évite le monde et les divertissements. Bien sûr, il n'était pas un homme pauvre, mais il a travaillé dur toute sa vie pour éviter la misère, puisqu'à cette époque, seul un homme marié, et de surcroît marié à une citadine, pouvait ouvrir son propre atelier et recruter des étudiants. On comprend qu'il ait ouvert son atelier assez tard, puisqu'il ne s'est marié qu'à 40 ans. Il n'a pas non plus immédiatement acquis son propre logement. Il a loué pendant longtemps plusieurs chambres dans la maison du riche patricien Johann Pirkheimer, le père de Willibald Pirkheimer, le meilleur ami de l'artiste. Willibald ayant passé presque toute son enfance et sa jeunesse à étudier à l'étranger, où son père était en poste, ils se sont donc vraisemblablement connus dans leur petite enfance, ou alors par intermittence. Ayant ouvert son atelier en 1468, Albrecht Dürer l'Ancien acquit rapidement une renommée en tant qu'orfèvre talentueux. De sorte qu'en 1470, il fut nommé à un poste important dans une institution spéciale dépendant du conseil municipal. Il vérifiait les pièces de monnaie pour s'assurer qu'elles contenaient le taux de métal précieux requis. Ce n'est qu'en mai 1475 qu'il put acheter sa propre maison au coin de l'Obere-Schmidtgasse. Son fils Albrecht avait alors 4 ans. Bien que le peintre dans ses notes prétende toujours être pauvre et dit que ses parents étaient pauvres, ce n'est pas tout à fait vrai. La pauvreté était alors considérée comme une vertu, et il était d'usage de s'appeler de toute façon pauvre. Bien sûr, il n'était pas riche comme un patricien, mais il a économisé un peu d'argent pour acheter une maison dans le centre-ville avec un atelier. En 1489, Dürer l'Ancien et le joaillier Hans Krug l'Ancien fabriquèrent 2 coupes pour l'empereur Frédéric III lui-même. D'autres commandes impériales suivirent plus tard. D'après une lettre à sa femme, on sait qu'en 1492, il se rendit à Linz pour rencontrer l'empereur et lui remettre personnellement une autre commande. Il est clair qu'il a reçu un bon paiement pour cela, car il est peu probable qu'il ait fabriqué des coupes en or et en argent gratuitement. Albrecht le Jeune a également étudié pour devenir bijoutier, et son propre père était son professeur. Avant cela, le garçon était diplômé d'une école monastique. C'était une pratique courante. Presque tous les enfants des citadins étudiaient alors dans de telles écoles. La formation n'était pas des plus sophistiquées, grammaire allemande et calcul, mais il faut noter que le niveau d'alphabétisation en Allemagne à cette époque était assez élevé, à peu près 20% de la population. C'est beaucoup, surtout par rapport à d'autres pays d'Europe. 90% de la population allemande était composée de paysans, et l'alphabétisation était évidemment beaucoup plus élevée parmi la population urbaine. Nous ne savons pas exactement quand Albrecht le Jeune a commencé à rêver de devenir artiste. Le premier autoportrait qui ait survécu jusqu'à ce jour a été dessiné par Dürer à l'âge de 13 ans. Il a été réalisé au crayon d'argent et on y perçoit un manque de maturité, mais c'est déjà très bien. Il s'agit en effet d'une technique assez complexe qui ne permet pas de correction. D'une manière ou d'une autre, il a dit à son père qu'il ne voulait pas devenir bijoutier, mais qu'il voulait devenir artiste. Le père n'était pas particulièrement content, mais apparemment le jeune homme a fait preuve de fermeté, et le père s'est résigné. Il faut dire qu'il avait lui-même un certain talent de dessinateur. Premièrement, le bijoutier devait être capable de dessiner, au moins pour réaliser des croquis et des dessins pour la frappe et la gravure. Deuxièmement, un autoportrait supposé du père de Dürer a survécu. Le dessin est encore très gothique. Il est un peu conventionnel. Les plis des manches sont trop géométriques. Mais il y a quand même une nette ressemblance physionomique avec les portraits réalisés plus tard par Dürer le Jeune. D'une manière ou d'une autre, quand Albrecht le Jeune eut 15 ans, son père lui trouva un professeur, Michael Wohlgemuth, un artiste de Nuremberg assez célèbre, qui vivait à côté de chez eux. Et le futur génie de la Renaissance allemande devint apprenti dans son atelier. D'après ses notes, nous savons qu'il était souvent battu par d'autres étudiants. À propos, le parrain du garçon était l'imprimeur Anton Koberger. Son imprimerie était non seulement la plus prospère de Nuremberg, mais aussi célèbre dans toute l'Allemagne. Je pense que plus tard, cela a joué un rôle important dans le destin de Dürer. Wohlgemuth était un artiste respecté, surtout à cette époque, mais en comparaison, il est bien inférieur à son élève. Ses œuvres se caractérisent par une rigidité typiquement gothique allemande,
un caractère décoratif excessif, un mépris des proportions anatomiques du corps humain et une faible perspective linéaire. En un mot, il était un représentant typique d'un style gothique plus archaïque. Et les parents? Il s'agit d'un autre portrait de son père, peint par Dürer le Jeune, où il est déjà âgé de 70 ans. La différence entre les portraits est de 7 ans. Il est intéressant de noter qu'ici, le père de Dürer semble porter le même manteau doublé de fourrure. De tels manteaux coûtaient assez cher à l'époque, et il portait sans doute ce signe d'un certain statut social à chaque fois qu'il posait. Le portrait n'est pas signé, c'est pourquoi de nombreux chercheurs pensent qu'il n'appartient pas au pinceau de Dürer le Jeune, car après une étude approfondie, des questions se posent sur la technique d'exécution, le peintre n'ayant pratiquement jamais utilisé un fond aussi rosé. De plus, la technique du coup de pinceau est plutôt étrange, rapide, légèrement négligente, un peu impressionniste. Dürer travaillait généralement les portraits avec plus de soin et de douceur, mais il s'agissait d'un portrait à usage familial, et il est possible qu'il ne soignât que le visage, sans passer trop de temps pour le reste, et qu'il ne peignît que ce dernier pour garder une trace de son père déjà âgé, sans signer le tableau, et laissa à ses élèves le soin de finir le travail, notamment pour les vêtements et le fond. Par ailleurs, le père ne semble pas particulièrement content, n'ayant probablement pas vraiment aimé poser pendant aussi longtemps. Albrecht l'Ancien a vécu 75 ans, une vie assez longue à cette époque. Dürer a rapporté que son père était mort d'une diarrhée que personne ne pouvait guérir et qu'il était resté malade pendant plusieurs années. Il souffrait probablement de la maladie de Crohn, d'une colite ou d'une sorte d'infection lente qui ne pouvait pas se traiter à cette époque-là. Sa mère a survécu 12 ans à son mari. Après la mort de son père, Dürer l'accueillit chez lui et elle aida sa femme Agnès à vendre ses gravures dans les foires. Un an avant sa mort, elle tomba soudainement très malade. Dürer le décrit en détail dans son journal. Apparemment, elle eut un accident vasculaire cérébral et mourut en 1514 à l'âge de 64 ans. Quelques mois avant sa mort, Dürer a fait d'elle un portrait au crayon, où nous voyons une femme âgée, émaciée, visiblement épuisée par une maladie grave. L'extraordinaire curiosité scientifique du naturaliste Dürer est évidente dans ce portrait sans concession, et peut-être le désir de capturer le souvenir d'une mourante très aimée. L'artiste nous raconte également qu'au cours de sa vie, sa mère a souffert de la peste à plusieurs reprises. Une affirmation assez étrange, mais alors presque toutes les épidémies étaient appelées peste. Il écrit que sa mère était souvent malade, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du nombre de grossesses et de naissances. Quelques mots sur les frères Dürer. Endres Dürer est né en 1484, ce qui signifie qu'il avait 13 ans de moins qu'Albrecht. Comme son frère aîné, il devient l'élève de son père, mais contrairement à lui, il n'abandonne pas ses études et devient bijoutier. Apparemment, c'est lui qui a finalement hérité de l'atelier de son père. Dürer écrit que sa mère, en devenant veuve, s'est retrouvée sans ressources, ce qui signifie qu'à ce moment-là, les affaires de l'atelier devaient être en déclin. Il l'a donc accueilli chez lui et a probablement dû aider son frère pendant assez longtemps, puisqu'il est devenu propriétaire d'un atelier modeste à l'âge de 19 ans. C'est un âge trop jeune pour démarrer sa propre entreprise, et il a probablement dû poursuivre sa formation auprès d'un autre maître joaillier. D'après les archives d'Albrecht, on sait qu'en 1511, l'un des frères se rendit en Italie. Il s'agissait très probablement d'Endres, pas de Hans, qui était moins âgé. En 1514, à l'âge de 29 ans, Endres Dürer épousa la veuve Ursula Girnhofer. Et la même année, il ouvrit sa propre entreprise. Encore une fois, pour devenir maître, il fallait avoir une femme. On sait que sa femme a eu 2 filles de son premier mariage, Anna et Constance. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Il existe des preuves du travail de joaillerie d'Endres. Une certaine double coupe, par exemple, est décrite, mais malheureusement tout cela est perdu. Voici à quoi pourrait ressembler une double coupe. Elles étaient fabriquées à Nuremberg en argent doré. C'était très à la mode à cette époque. 2 portraits au crayon ont survécu, dans lesquels Albrecht représente Endres, et il existe aussi un portrait à l'huile non signé, mais on suppose qu'il est aussi de lui. Il est étonnant que ce portrait orne de nombreux articles Wikipédia concernant Hans, le frère cadet de Dürer, alors que ce dernier n'avait que 10 ans en 1500. Le jeune homme sur le portrait est clairement beaucoup plus âgé, avec des traits visiblement similaires au portrait d'Enders. Après la mort de son célèbre frère en 1528, Endres reçut une partie de son héritage et à la mort de sa veuve Agnès, il hérita du reste. Endres a survécu à ses frères et est décédé à l'âge très respectable de 70 ans en 1555. Le frère cadet Hans est décédé 20 ans plus tôt, en 1534, à 48 ans. C'était le plus jeune des 3. Hans avait 19 ans de moins qu'Albrecht
c'est-à-dire qu'il était assez jeune pour être son fils. Apparemment, Dürer l'a d'ailleurs élevé comme un fils, en l'absence d'enfant. Albrecht l'a pris comme élève, et au fil du temps, Hans est également devenu artiste. On sait qu'en 1511, le jeune Hans fut légèrement blessé lors d'un combat. Dans des lettres adressées à Pirkheimer depuis l'Italie, Dürer lui demande d'aider son frère à trouver un emploi. Ensuite, les traces de Hans se perdent dans les archives pendant de nombreuses années. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a vécu longtemps à Cracovie et a exécuté les commandes du roi polonais Sigismond le Vieux. Voici un portrait qu'il a fait de ce même Sigismond. Il est évident qu'il est loin d'être à la hauteur des compétences de son frère, mais cela ne l'a pas empêché de devenir pendant un certain temps un artiste recherché et une personne assez riche, comme en témoignent les documents d'archives. De plus, il reçut moins de commandes de peinture que de commandes de décoration de logements, dans lesquelles il réussit clairement. Peu de ces peintures ont survécu, et la paternité de chacune d'entre elles est actuellement contestée. Comme déjà mentionné, Hans n'a pas vécu très longtemps, seulement 48 ans, et ces dernières années il était gravement malade. C'est pourquoi ses affaires ont décliné. Le frère aîné, Endres, est venu à Cracovie pour l'aider un peu, mais Hans est rapidement décédé, et son frère a dû rembourser ses grosses dettes. Hans n'avait pas non plus eu d'enfant. Pourquoi Hans, qui est devenu très riche au début, a-t-il laissé de lourdes dettes après sa mort? Une personne moderne peut arriver à la conclusion qu'il a probablement tout gaspillé en boissons. En fait, un déclin aussi rapide de l'activité n'est pas difficile à expliquer. Le travail d'un artisan, et les artistes étaient alors classés comme artisans, dépendait directement du nombre de commandes exécutées. Dès qu'un maître cessait de travailler pour cause de vieillesse ou de maladie, l'argent accumulé était rapidement consommé, et son entreprise s'effondrait dans la foulée s'il n'y avait personne pour prendre en charge la direction de l'atelier, ce rôle étant généralement rempli par le fils aîné, ce que Hans n'avait pas. Après tout, personne alors ne payait de pension au sens habituel du terme, et la même histoire s'est produite avec le père de Dürer. Étant devenu un vieil homme, il ne pouvait probablement plus exécuter les commandes efficacement, car l'habileté d'un bijoutier à cette époque exigeait suffisamment de force physique, de dextérité et surtout une bonne vue. Son fils Albrecht étant devenu artiste, il ne reprit pas l'atelier, et Endres était un enfant trop jeune, étant arrivé tard pour prendre la suite de son père. L'atelier auparavant prospère s'est flétri, c'est pourquoi Dürer écrit que sa mère est devenue très pauvre. La vieillesse chez les artisans était alors synonyme de pauvreté. Mais revenons à Hans. On pense qu'Albrecht Dürer a pris plusieurs fois son frère Hans pour modèle. Dans cette esquisse, faite pour le tableau Le Christ au temple avec les scribes, c'est vraisemblablement le petit Hans qui est représenté. Il y a aussi ce portrait d'un jeune homme, probablement son frère aussi, très semblable à la première esquisse, mais seulement plus âgé. Et dans le dernier grand tableau de Dürer, Les 4 apôtres, nous voyons encore un homme très semblable à Hans. Mais il est ici nettement plus âgé, avec un début de calvitie. Il me semble que, comme Albrecht, il ressemble davantage à sa mère. Nous arrivons au sujet le plus intéressant concernant l'entourage de Dürer, son épouse Agnès. Ils se sont mariés quand elle avait 19 ans et lui 23. Il écrit qu'il était en apprentissage lorsque son père lui a trouvé une épouse. Le fait que les parents aient organisé le mariage était une pratique tout à fait normale. À cette époque, le mariage était une question très pragmatique. La romance était la dernière chose qui guidait les gens lors du choix d'une épouse. Il ne semble pas que son père ait trop forcé Albrecht à se marier. Il semble que son fils avait un caractère plutôt fort, puisqu'il a résolument refusé de poursuivre le métier de son père et est devenu artiste. De plus, il devait se marier pour devenir maître, et son épouse était issue d'une très bonne famille. Sa mère était issue d'une famille patricienne, et dans sa famille il y avait plusieurs intellectuels et bibliophiles célèbres de l'époque. Son père est un riche chaudronnier et mécanicien, membre du grand conseil municipal, qui possédait ses propres mines. On sait qu'il fabriquait des instruments de musique et des fontaines pneumatiques de table. Parmi les œuvres de Dürer, il y a des croquis de ces fontaines, et il les a peut-être réalisées à la demande de son beau-père. Ses parents ont rassemblé la somme de 200 florins pour constituer la dot de leur fille. Ce n'est pas une somme énorme pour l'époque, mais ce n'est pas non plus ridicule. Lorsque Dürer est devenu célèbre, à titre d'exemple, il demandait entre 200 et 300 florins pour une commande de peinture moyenne, un retable ou un portrait. On sait peu de choses sur les premières années de leur mariage. Presque immédiatement après le mariage, Dürer partit pour l'Italie, utilisant apparemment l'argent qu'il avait reçu comme dot de sa femme. Les chercheurs interprètent cet acte différemment, et aucune conclusion claire ne peut être tirée. À cette époque, une épidémie de peste éclata à Nuremberg. Les habitants allèrent aussi loin qu'ils le purent. Peut-être qu'une opportunité commode s'est présentée. Pour de lointaines destinations, on voyageait alors avec des caravanes de marchands, et quelqu'un se rendant à Venise a peut-être invité le jeune Dürer à l'accompagner.
Peut-être qu'Agnès était enceinte et qu'il était dangereux de l'emmener avec elle. Nous savons que le couple n'avait pas d'enfant, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas tombée enceinte. Les grossesses pouvaient se terminer sans succès. De plus, il n'y avait tout simplement pas assez d'argent pour qu'ils puissent voyager ensemble. Et je le répète, la notion de couple était bien différente à cette époque. C'était sûrement un calcul tout à fait sobre, utile pour les deux. Albrecht n'allait pas s'amuser, mais améliorer les compétences d'un artiste pour réussir à l'avenir. Ce qui lui est arrivé dans le futur. Il est finalement possible qu'Agnès ne se soit pas opposée à ce voyage. Nous avons la présomption que Dürer fut malheureux pendant son mariage. La seule source de données étant une lettre de Willibald Pirkheimer à son ami Johann Sert. Je cite « En Albrecht Dürer, j'ai perdu le meilleur ami que j'ai jamais eu sur terre, et rien ne m'attriste plus que de savoir qu'il a dû mourir d'une mort si cruelle, pour laquelle, par la volonté de Dieu, je ne peux que blâmer sa femme, car elle lui a tellement rongé le cœur et l'a tourmenté à tel point que celui-ci est décédé, car il était sec comme une botte de paille, et n'osait jamais rêver de divertissement, ni d'aller en compagnie, car la méchante femme était toujours insatisfaite, bien qu'elle n'ait aucune raison de le faire. De plus, elle l'a forcé à travailler jour et nuit, juste pour qu'elle puisse économiser de l'argent et le lui laisser après sa mort, et ainsi de suite sur une demi-page. En même temps, dans la même lettre, il écrit, rendant hommage aux vertus d'Agnès, elle et sa sœur, bien sûr, ne sont pas des femmes dissolues, mais sans aucun doute des femmes honnêtes, croyantes et extrêmement pieuses. Mais vous préféreriez plutôt une femme dissolue qui se comporte d'une manière amicale, à une femme pieuse, si mordante, méfiante et querelleuse, avec laquelle il ne peut y avoir de repos et de paix, ni de jour ni de nuit. Cette phrase ne vous laisse-t-elle pas perplexe ? Et je n'ai jamais osé rêver de divertissement ou d'aller en compagnie. Et encore une, mais préféreriez-vous une femme dissolue et amicale ? À propos, Pirkheimer préférait précisément ce genre de dame. Malgré toute sa haute éducation, Willibald avait la réputation d'un fêtard et d'un coureur de jupons. Même dans les lettres de Dürer, ses nombreuses filles et maîtresses sont constamment mentionnées. Dans la correspondance, les amis échangent des blagues obscènes, que je n'accepte même pas de citer ici. Je ne pense pas qu'aucune femme aimerait que son mari passe son temps en si joyeuse compagnie. Le mécontentement d'Agnès est donc tout à fait compréhensible. De plus, permettez-nous de vous rappeler que Pirkheimer était issu d'une famille patricienne très riche, l'une des plus riches de Nuremberg. Il n'était donc pas obligé de travailler pour gagner sa vie. Et Dürer, lui, a été contraint de le faire. Et d'ailleurs, en analysant les faits de la vie de Dürer, on n'a pas du tout l'impression qu'il était un homme qu'il fallait forcer à travailler. Pirkheimer a écrit une lettre critiquant Agnès alors qu'il était un homme âgé et très malade. Il était tourmenté par une terrible goutte. Il est devenu désillusionné par la vie et par nombre de ses idéaux à cette époque. La réforme, qu'il accueillit d'abord avec enthousiasme, frappa douloureusement ses proches. Sa sœur bien-aimée, Caritas Pirkheimer, était l'abbesse du monastère, désormais menacée de ruine. Dans la lettre, il critique non seulement Agnès, mais aussi l'empereur, le pape et Martin Luther. Il est clair que le fêtard, autrefois joyeux, s'est transformé en un vieil homme grincheux et insatisfait de tout le monde, abattu par la mort de son meilleur ami. Une autre raison de l'hostilité envers la veuve de Dürer est ridiculement banale. Willibald lui a demandé de lui offrir un magnifique lustre en bois de serre en souvenir de son ami, mais il s'est avéré qu'elle l'avait déjà soi-disant donné à quelqu'un d'autre, et il croit qu'elle aurait fait exprès pour le contrarier. Et c'est sur la base de cette lettre que sont faites toutes les hypothèses actuelles sur le mariage malheureux de l'artiste et le caractère intolérable de sa femme. En effet, parmi son vaste patrimoine manuscrit, on trouve très peu de mentions d'Agnès. Il parle d'elle en passant, sans aucun enthousiasme, contrairement aux éloges qu'il prodigue, par exemple, à Luther. Dans une lettre à Pirkheimer, il la traite même de vieux corbeau. Lors d'un voyage aux Pays-Bas, où ils sont allés ensemble, il décrit en détail où Agnès a dîné, combien elle a payé, où son portefeuille a été coupé, et qui et quand lui a offert un cadeau pour exprimer son respect. Il décrit les scènes brièvement et sèchement, sans aucune émotion. Cependant, un tel style est tout à fait acceptable pour des notes de voyage. En revanche, on sait qu'elle se rendait souvent dans une autre région d'Allemagne pour vendre ses tirages à la foire annuelle du livre. Agnès vendait des gravures chaque semaine au marché de Nuremberg. Elle avait son propre stand à côté du magasin de légumes. En l'absence de son mari, elle a dirigé son atelier pendant assez longtemps. Par exemple, lorsqu'il est allé en Italie pour la 2e fois pendant près de 2 ans. Dürer lui a vraiment laissé un bon héritage. En outre, elle a hérité du droit de disposer de toutes ses publications imprimées, gravures et traités.
Après sa mort, elle a créé une bourse en faveur des étudiants en théologie. Elle n'était donc pas aussi avide que l'écrit Pirkheimer. On sait aussi qu'Agnès a posé pour lui. Il y a un charmant croquis, très décontracté, avec la jolie signature Mon Agnès de la main de Dürer. Il s'agit d'un dessin plus soigné, légèrement blanchi, et il est clair que dans sa jeunesse, elle était une très jolie fille. Et puis nous la voyons comme une femme déjà en surpoids de plus de 40 ans, dans le croquis du tableau Sainte Marie, l'Enfant et Sainte Anne. Agnès représentant Sainte Anne. Il existe 2 autres portraits au crayon d'Agnès, déjà d'âge moyen, à partir desquels nous pouvons en effet conclure qu'elle était une femme au caractère bien trempé. Il est difficile de l'imaginer comme une femme douce et rieuse, bien que ce ne soit que nos hypothèses. Peut-être qu'avant de dessiner, il lui a dit « Faites une grimace sérieuse, comme une dame respectable !» Et elle a fait de son mieux, s'étouffant de rire. Personne ne sait comment cela s'est réellement passé. Il s'agit d'une des premières œuvres de Dürer. Sa première commande majeure fut un retable, aujourd'hui conservé à la Galerie d'art de Dresde. C'est incroyable à quel point le visage de la Mère de Dieu est vivant et réel. C'est à cela que pourrait bien ressembler notre voisin ou collègue de travail moderne. Sans aucun doute, Dürer a peint ce visage d'après nature. Et sans aucun doute, la jeune fille ressemble beaucoup à Agnès. Cette Madone ressemble également à Agnès dans d'autres portraits, ainsi qu'à d'autres images féminines. L'artiste a ainsi représenté sa femme assez souvent. Il est peu probable qu'il l'aurait fait s'il avait eu une relation aussi terrible, comme l'écrit Pirkheimer. Nous vous avons donc présenté le cercle restreint de Dürer, et nous aimerions faire un film séparé sur la relation avec Willibald Pirkheimer, car il y a beaucoup de choses à raconter à ce sujet. Merci de votre attention, mes amis. N'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine!